IDFM 98 de la bande FM, Radio Anguin. On va partir enquêter ce soir sur un secret, ou peut-être sur des secrets d'Hecta, quoi qu'il n'y en a qu'un secret. Tout ça avec Egon Kragel, qui est enquêteur indépendant, notamment pour RFI, Europe 1, la radio suisse d'État et quantité de magazines généralistes. On va parler de son livre qui est paru en 2010, je crois. Bonsoir Egon. Bonsoir. C'est 2010, hein. 2010, absolument, oui. Et qui s'appelle, c'est en collaboration avec Yves Coupry, qui s'appelle OVNI, au pluriel enquête, sur un secret d'État. Une enquête sérieuse et fouillée qui souligne l'intérêt que portent les États à la question des ovnis. Ces apparitions lumineuses dans le ciel sont-elles les traces de vaisseaux aériens venus d'autres civilisations ou seulement des illusions d'optique dues à des sursauts d'énergie dans le cosmos? C'est un peu la question qu'on va se poser ce soir avec Egon. Alors Egon, qui est Yves Coupry quand même, qu'on n'oublie pas puisqu'il est sur la couverture du livre? Oui, c'est un livre qui a été conçu et rédigé à 4 mains. Et Yves est un journaliste qui a travaillé notamment aussi longtemps pour le Guide du Routard et qui travaille toujours. Le problème, c'est que il a eu beaucoup de problèmes après la parution de ce livre. C'est-à-dire qu'il a décidé, lui, de s'effacer. Et, il a repris la route. Oui, il a repris la route parce que lui, il avait vraiment un statut de journaliste. Et il a toujours un statut de journaliste. Et le fait de se promener en terre ovni déclenche beaucoup de réactions pas très bienveillantes. Et voilà, il en a vraiment souffert. Moi, j'en souffrais pas parce que moi, à la base, je suis musicien, je suis chanteur, donc automatiquement, c'est pas un problème. Tout le monde s'en moquait en se disant voilà. Mais il a vraiment une carrière de journaliste. Alors ça commence comme ça. Lors de votre enquête entamée en septembre 2008, nous avons demandé à chacun de nos interlocuteurs quelle était la preuve la plus convaincante de la réalité des ovnis. Chez ceux qui n'avaient pas été témoins d'observation, une réponse revenait régulièrement: la déclassification des documents officiels. Et c'est vraiment ce qui a alimenté ce livre. Absolument. On est d'accord, hein? Alors, ce qui a alimenté ce livre, il y a aussi des choses personnelles, en ce qui me concerne, hein, beaucoup de choses personnelles. Oui, déjà à savoir pourquoi vous êtes intéressé à ça. Je suis issu d'une lignée d'hommes en uniforme, avec un grand-père qui était commissaire de police et un papa qui était colonel. Et mon papa s'occupait d'aviation, beaucoup. Ce qui fait que il y avait par exemple le dimanche des dîners à la maison et étaient invités des pilotes militaires, hein, et puis c'était très très ennuyeux pour l'enfant que j'étais parce que ces militaires parlaient de quoi? Ils parlaient de l'Indochine, ils parlaient de l'Algérie, ils parlaient de choses qui étaient extrêmement ennuyeuses, hein, pour le gamin que j'étais ou le préado que j'étais. Et puis parfois quand la chair était bonne et goûteuse, quand le vin avait bien coulé, une porte s'ouvrait sur un ailleurs pour moi, c'est-à-dire que certains amis pilotes parlaient de choses qu'ils avaient vues dans le ciel. Alors je tiens à préciser une chose, c'est que quand on connaît un peu les pilotes militaires, ce sont des gens extrêmement pragmatiques. Mon papa lui-même, colonel en l'armée, était un homme très très pragmatique, donc à la maison on ne rigolait pas. C'est-à-dire on n'était pas dans la calambre-daine ou voilà. Ce qui fait que moi j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec ce sujet qui était pris de façon extrêmement sérieuse par ces pilotes, par mon père. Et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'en sortant de la maison, lorsque je parlais de ces objets volants non identifiés, là tout le monde rigolait en se disant le petit n'a pas toute sa raison, visiblement. Il est pas tout à fait fini. Et puis j'ai gardé ça de mon papa, c'est-à-dire c'était quelque chose, voilà, c'était des dialogues et un échange qui était précieux pour moi parce qu'on ne dialoguait pas beaucoup. Et puis en 97, mon papa est parti de l'autre côté des fleurs. Et ça a été un peu une évidence pour moi d'écrire un livre sur ce sujet parce que c'est sans doute le vrai dialogue que j'ai eu avec lui. Quand j'ai parlé de choses sérieusement avec mon papa, on parlait d'OVNI. Ça peut paraître étrange, mais c'est comme ça. Alors c'est pas à côté du miroir, c'est de l'autre côté des fleurs. Et donc avant de partir, parce qu'il est parti de l'autre côté des fleurs, c'est une belle
Une belle formule, mais est-ce que vous avez réussi à en reparler avec lui avant qu'il s'en aille? J'en parlais avec lui, absolument, les choses étaient simples, c'est-à-dire que j'ai mené une enquête. Enfin, on a mené, Yves et moi, mais on a vraiment mené une enquête après ça pour écrire ce livre. Et la conclusion, ma conclusion personnelle, hein, qui est au dos du livre, c'est la mienne, et c'était celle de mon père, en fait. C'est-à-dire que croire ou non aux ovnis ne changeait rien à la réalité du phénomène. D'abord, ce que disait mon père et ce que je répète moi tout le temps, c'est que aujourd'hui, je suis considéré un peu comme un historien des ovnis. Alors, je fais des conférences, on vient me voir à la fin de mes conférences, on me pose souvent une question, on me dit mais Egon, allez, dites-moi la vérité, vous croyez aux ovnis? Et je réponds toujours la même chose. Non, je ne crois pas aux ovnis. Je ne crois pas aux ovnis parce qu'on n'est pas en religion, on n'est pas en croyance. C'est pas une question de foi. C'est une question d'ouvrir des dossiers. Ce que vous disiez de façon très juste, c'est-à-dire que vous avez, dès le début du livre, on va regarder des tas de documents déclassifiés, des armées. C'est quoi cette déclassification? C'est-à-dire que beaucoup d'armées autour du monde et beaucoup de ça a commencé vraiment aux États-Unis avec une loi sur la liberté de l'information. Les citoyens ont pu commencer à demander des documents qui étaient jugés classifiés, des documents qui étaient top secrets. Concernant des phénomènes. Et là, on s'est rendu compte que, par exemple, les groupes secrets comme la CIA, le FBI possédait des milliers de documents sur les ovnis, et tout comme l'armée. L'armée possédait des milliers de documents sur les ovnis. C'est-à-dire que si déjà c'était une galéjade et une plaisanterie, pourquoi l'Air Force américaine, pourquoi le FBI, la CIA auraient accumulé pendant des années des documents sur ce phénomène s'il n'existait pas, si c'était fantaisiste. Il y a très peu de temps, il y a 4 ou 5 mois, le Pentagone, qui est quand même le ministère de la Défense nord-américaine, a reconnu la réalité du phénomène OVNI. Elle l'a reconnu ouvertement. Ça n'a pas du tout fait le moindre soubresaut nulle part. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire, il y a aussi quelque part une espèce de grande indifférence, comme si je pense que les intérêts des Homo sapiens que nous sommes se situent à notre hauteur, et peut-être que le ciel est un endroit qu'on ne regarde pas vraiment et pas souvent. Alors donc, pourquoi 27 États industriels se penchent un peu sur ce problème, sauf la Chine, je crois, à l'époque. Oui, la Chine a résisté, elle résiste toujours, mais de moins en moins. Donc ils sont plus que 27 États maintenant. Oui, absolument. Oui. En sachant aussi que depuis, par exemple, il faut savoir que le Brésil, par exemple, les Philippines, le Mexique, les armées brésiliennes, philippines, reconnaissent officiellement la réalité du phénomène. Il a quand même fallu 50 ans pour déclassifier. Oui, énormément, oui. Et il faut savoir aussi une chose, c'est qu'il y a beaucoup de documents qui ne sont pas encore rendus publics. Il y a des documents qu'on ne peut pas obtenir, qui restent above top secret, au-delà du top secret, donc on peut pas les avoir. Mais on commence à avoir beaucoup de documents, énormément. Alors il y a Jimmy Carter qui en janvier 1989 disait: je ne me moque plus des gens qui disent avoir vu des ovnis. J'en ai moi-même vu un. Oui, absolument. Jimmy Carter, c'était un cas très étonnant parce que lorsqu'il a mené sa campagne présidentielle, il avait promis au peuple américain de déclassifier justement tous les documents sur les ovnis, de révéler au peuple américain la réalité, parce que savait le gouvernement américain sur les ovnis. C'est incroyable, c'était une promesse de campagne. Et puis lorsqu'il a été investi président de la République, le président des États-Unis, le State of America, il n'a pas pu le faire. Voilà, et il a avoué bien des années plus tard qu'il n'avait pas eu les moyens et la possibilité de le faire. Il y en a un qui a eu les moyens, c'est un fameux Laurence Rockefeller. Oui. Alors lui. Alors, au niveau des présidents, ce que je veux dire, c'est que il semblerait, alors je dis bien il semblerait, que certains présidents sont briefés
savent et d'autres ne le sont pas. Et les présidents, si nous prenons les États-Unis, c'est une sorte de jeu comme ça qui fait que chaque fois les présidents annoncent dans leur campagne qu'ils déclassifieraient. Hillary Clinton a promis. On a peut-être oublié ça, mais c'est Donald Trump qui a été élu, mais Hillary Clinton avait promis qu'elle parlerait, qu'elle révélerait ce qu'elle savait sur les ovnis, parce qu'Hillary Clinton s'est beaucoup intéressée au phénomène, avec la famille Rockefeller. Et il y a aussi un personnage incroyable qui s'appelle John Podesta. John Podesta était le chef de cabinet de Barack Obama. Et John Podesta est un homme politique très en vue, très influent, très puissant, qui lui se bat pour ce qu'on appelle la divulgation. Il veut absolument un jour que le gouvernement américain divulgue ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même rapport, nous, en France. Enfin, ceci dit, nous, en France, on a eu des choses équivalentes. On a eu quelque chose qui s'appelle le rapport Cometa. Et quelle année le rapport Cometa? 1999. 1989, je crois. 89, et un rapport a été. Il a été remis en 99. à Lionel Jospin et à Jacques Chirac à l'époque. Et alors ce rapport Cometa? Alors ce rapport Cometa, je l'ai sous les yeux justement. Ce rapport Cometa. On va pas pouvoir le lire en entier. Non, mais il a été rédigé par des gens absolument incroyables. C'est pas un livre fantaisiste. Ça s'appelle Les ovnis et la défense. On peut le trouver en édition J'ai lu. Moi, je conseille à toutes les personnes qui sont un peu néophytes ou qui s'intéressent au sujet d'acheter le rapport Cometa. Et quand on voit toutes les personnes voilà qui ont rédigé ça, on a le chef de la police, on a le chef de l'ONRA, il y avait Denis Letty, responsable de l'armée de l'air, etc. Et tous ces gens se sont réunis et ont rédigé ce rapport qu'ils ont remis à Jacques Chirac à l'époque, au chef d'État, en disant à quoi doit-on se préparer? Parce que au fond, les ovnis, le premier problème que posent les ovnis, c'est un problème de sécurité nationale. Est-ce que ce sont des envahisseurs? C'est ça. Hein. Mais déjà, le simple fait que des objets, entre guillemets, ou des phénomènes, enfin en tout cas des objets visiblement, ce que disent les armées, intelligents, qu'ils jugent intelligents, c'est ce que disent toutes les armées. L'armée américaine le dit, la marine américaine le dit, l'armée française le dit. Ils pensent que ces objets ont une manœuvrabilité intelligente. Donc, ce qui veut dire que notre espace aérien, le nôtre, mais globalement autour de la planète, est violé par des engins parfois gigantesques dont on ne sait rien. Donc c'est automatiquement du ressort de la sécurité nationale ou internationale. Donc ce rapport Cometa en 1999 sur VSD, il y a eu un numéro spécial qui a été vendu à 70 000 exemplaires. Oui. Et après, en août 99, l'Express qui a fait un article sur ce même rapport en disant qu'il y a eu 3 ans de travail pour un document qui évoque une version actualisée du gendarme et des extraterrestres, oui. C'est-à-dire on se moque un peu du travail effectué par... Toujours, voilà, il y a toujours ce rire gras. J'étais un peu triste parce que justement, comme je vous disais, il y a quelques mois, lorsque le Pentagone a reconnu avoir enquêté dernièrement sur les ovnis, ça leur a coûté 22 millions de dollars. Alors on leur a demandé, le New York Times a demandé au Pentagone pourquoi ils avaient dépensé 22 millions de dollars. Ils ont répondu que c'était un phénomène qui était réel et qui les intéressait. Ça n'a engendré que des rires. Il y a eu une émission sur Arte où les journalistes ont rapporté la nouvelle en riant, en jouant les extraterrestres, les petits hommes verts, etc. Il y a toujours, face à ce phénomène, une sorte de dérision ou de déni. Il n'y a pas toujours eu, c'est ce qu'on voit dans votre livre, il y a eu des périodes où on y croyait, des périodes où on n'y croyait pas. Tout à fait. C'est quoi la commission 3AF Sigma? Oui, c'est une commission aussi. Ça, c'était en 2008. Oui, c'est une commission qui, pareil, avec des experts en aéronautique qui s'occupent du phénomène. Un rapport intitulé Incursion en pluriel inconnue dans les espaces aériens du monde entier qui dévoilait tout à fait en même temps des documents de référence. Alors ils doivent toujours sortir un rapport aussi. Je sais pas où ils en sont. Il faudrait que je les recontacte, mais j'ai pas eu de nouvelles depuis un moment. Mais je sais qu'ils travaillent là-dessus et de façon sérieuse.
Alors, il y a une loi sur les extraterrestres, 5 octobre 82, qui s'est fait, et c'est assez drôle parce que cette loi stipulait, non, elle fut adoptée en 69, elle stipulait notamment, écoutez bien, l'exposition extraterrestre signifie tout contact direct ou indirect avec toute personne, animal ou forme de vie qui serait d'origine extraterrestre. Et elle concluait, article 108, la violation de cette règle entraînerait 1 an de prison et 500 000 $ d'amende. Elle a été abrogée car elle crée une nouvelle espèce de criminel. Les contacter, elle fut abrogée en avril 91. Mais quand même, de faire une loi sur quelque chose qui n'existe pas, faut le faire. Oui, bien sûr. En même temps, je peux rebondir aussi sur une chose. Il y avait dans le manuel des pompiers américains, nord-américains, un paragraphe extrêmement sérieux sur le fait de lorsque vous voyez, si vous êtes confronté à un phénomène ovni, si vous voyez un vaisseau ou un objet comme ça que vous ne pouvez pas identifier et qu'on peut ranger immédiatement dans la catégorie des ovnis, surtout cachez-vous, ne vous exposez pas parce que certains produisent des radiations et certaines personnes en ont péri. Et c'est vrai? Non. Oui, absolument, oui. Il y a des gens qui sont morts? Oui, bien sûr. D'accord. Oui. Il y a le cas de Betty Cash et Vicky Landrum, qui a été un cas terrible aux États-Unis, de deux dames et d'un petit garçon qui rentraient, qui étaient partis jouer au bingo, qui voulaient jouer au bingo, mais c'était pour Noël et les salles étaient fermées, et qui sont rentrés, qui sont retournés chez elles en traversant une forêt de nuit et qui sont tombés sur un objet gigantesque en forme de diamant, qui était stationnaire à 5 mètres au-dessus de la route et qui crachait des étincelles. Et Betty Cash, qui conduisait, a été très intriguée. D'abord, la voiture s'est arrêtée. Il y a souvent des phénomènes électromagnétiques qui font que les phares s'éteignent. C'est un phénomène inexpliqué aussi. Donc Betty Cash, qui a été assez curieuse, est descendue de sa voiture pour s'approcher un peu de cet objet en se demandant ce que c'était. Vicky Landrum, qui était à l'intérieur, était croyante, s'est mise à hurler parce qu'elle pensait que c'était l'avènement du Christ, le retour du Christ. C'était des gens très pieux dans ce hinterland, comme on appelle américain. Et puis l'objet a fini par décoller et disparaître, mais il dégageait une chaleur telle que, par exemple, Vicky, qui était terrifiée, avait mis ses doigts sur le tableau de bord pour se cramponner et ses doigts se sont enfoncés. C'est-à-dire que la voiture existe toujours, on peut voir ses 10 doigts se sont enfoncés. Suite à ça, elles ont été extrêmement malades. Betty a perdu ses cheveux, elle a développé plein de cancers et elle est décédée suite à ça. Il y a le cas de Stéphane Michalak au Canada. Il y a des cas. C'est pas toujours. Généralement, ce phénomène ne semble pas offensif. Alors, est-ce que le fait de provoquer des dommages collatéraux était voulu? Je crois pas. Peut-être que des personnes sont au mauvais moment, à la mauvaise heure, et peut-être que ces objets, enfin une partie de ces objets, dégagent un magnétisme, des radiations qui peuvent être nocives pour nous. Je ne sais pas si le phénomène en lui-même est offensif. Je ne crois pas. Alors, on va écouter la toute première chanson que vous nous avez ramenée concernant ces objets non identifiés. C'est une vieille chanson, on l'entend. Oui, c'est une très vieille chanson. C'est-à-dire qu'en fait, le phénomène OVNI va apparaître aux États-Unis en 1947. On peut dire que ce phénomène OVNI est présent depuis très longtemps, mais il a été nommé. C'est ça qui est important. Il a été nommé le 24 juin 47 par un pilote civil qui s'appelait Kenneth Arnold, et qui était parti chercher un avion de l'US Air Force qui s'était écrasé sur les contreforts enneigés du Mont Rainier avec 32 victimes. On ne retrouvait pas la carcasse de l'avion, et le gouvernement américain avait promis $5,000 à l'époque pour tout pilote qui le repérait, ce qui était une somme substantielle à l'époque. Et notre bon Kenneth Arnold, ce jour-là, s'était dit, il avait terminé son boulot, il était pas loin du Mont Rainier, dans l'État de Washington, et il s'est dit, je vais aller faire un repérage sur les contreforts du Mont Rainier. Il n'a pas trouvé la carcasse en question, mais il a vu 9 objets en formation métalliques qui volaient devant lui et qui volaient d'une façon très étrange. C'est ça qui est très intéressant. Et il a dit, ils ondulaient comme la queue d'un cerf-volant chinois.
Et quand il a été raconté ça à la radio, ça a fait un buzz, comme on dit aujourd'hui, partout, hein, aux États-Unis. Et puis, je crois que c'est le New York Times qui l'a interviewé. Et il a expliqué, il a dit, vous savez, ils avaient une manœuvrabilité étrange, c'est-à-dire ils avaient une façon de se déplacer qui était très particulière. Si vous prenez une soucoupe et que vous la jetez à la surface de l'eau, elle ricoche. Et ces objets se déplaçaient comme ça. Le journaliste en fait a fait une mauvaise interprétation, hein, et il a cru que la soucoupe c'était par rapport à l'apparence de ces objets. Et le mot flying saucer, hein, donc soucoupe volante, a été créé vraiment fin juin 1947. Mais c'est très important parce que c'est à partir de ce moment-là que le phénomène, une fois que le phénomène est nommé, il a une résonance. Il prend une résonance à la fois acoustique, mais il prend une résonance aussi culturelle. Donc on a pu se pencher sur le phénomène. Alors 47 est une année absolument hallucinante parce que il y a Roswell aussi. Quelques jours après, le 8 juillet, il se passe des choses très étranges à Roswell. Mais en attendant, il y a un groupe country qui va écrire une chanson qui s'appelle You Got to Pray to the Lord When You See the Flying Saucers. Il faut prier le Seigneur quand on voit ces Flying Saucers. Ça date de 47. Voilà, c'est une chanson absolument incroyable. C'est très folk, hein. You better pray to the Lord when you see those flying saucers. It may be the coming of the judgment day. Et voilà, de retour sur l'antenne d'IDFM sur le 99 de la bande FM. Et nous sommes toujours avec Egon Kragel, nous parlons des ovnis. C'est une enquête sur un secret d'État, ce secret étant tout seul la présence d'extraterrestres, on ne sait pas, tout du moins d'objets, même s'ils ne sont pas habités. Parce que extraterrestres, c'est une hypothèse. Mais d'objets. Voilà, c'est objet, on peut appeler ça objet, phénomène. On est face, oui, à un phénomène, des objets. D'ailleurs, moi j'aime beaucoup. Enfin, je reviens souvent à l'acronyme de base, c'est-à-dire moi quand je parle d'OVNI, je parle vraiment d'objets volants non identifiés. Ou d'OSNI un peu plus loin. Oui, on peut parler d'OSNI aussi, oui, d'objets submersibles non identifiés. C'est assez fascinant. Alors, d'aucuns pensent que c'est le même phénomène, que ces objets sont capables de voler dans le ciel, de rayer notre azur et de plonger dans la mer et d'en sortir, parce qu'on a vu vraiment des objets sortir de l'eau. En tout cas, les océans couvrent entre 71 et 73%, je crois, de notre globe terrestre. Donc c'est un endroit incroyable. Et puis nous n'avons exploré que 5% de nos océans. Donc on peut s'imaginer que si une forme de vie à une technologie très avancée, c'est un endroit magnifique pour se cacher, par exemple. Oui, ça peut être des drones aussi. On les a vus rentrer dans les volcans. Oui. Il y a un document que vous pouvez consulter sur YouTube qui est absolument incroyable. Au Mexique, il y a un volcan qui s'appelle le Popocatépetl. Et il y a pas très longtemps, les vulcanologues mexicains et internationaux, grâce au sismographe, s'étaient rendus compte que le volcan allait rentrer en éruption. Alors, ils avaient installé tout autour du volcan des caméras infrarouges, enfin des caméras et la nuit des caméras infrarouges. Et quelle a été leur surprise à un moment donné de filmer des objets, dont une sorte de long cigare comme ça qui fait le tour du cratère et qui plonge à l'intérieur, et un petit objet qui plonge à l'intérieur du cratère. Il est pas remonté. Enfin, alors on sait que ces images ont fait tous les 20 heures d'Amérique, du Sud, du Mexique à l'Argentine. Ça a été présenté comme une chose absolument incroyable. Bon, c'est vrai que chez nous, ça ne franchit pas l'Atlantique. Avec les histoires de drones, on peut se poser plein de questions. Oui. Alors, on arrive maintenant à la page 74 avec le projet avorté du Parlement européen. En août 93, la Commission de l'énergie, de la recherche et de la technologie du Parlement européen rédige un rapport de proposition de création d'un centre européen d'observation des ovnis. Ça a avorté. Oui. Bon, il y a eu des tentatives, il y a eu des tentatives qui ont avorté. Il y a eu des tentatives. Il faut dire aussi je suis persuadé de ça. Hein, je reste aussi dans l'hypothèse, mais je suis sûr qu'il y a eu des bureaux, des commissions, sous-marines, secrètes. Et il y en a encore, hein, je pense. Comme je disais tout à l'heure, il est impensable de penser qu'un phénomène qui relève de la sécurité internationale
ne soit pas enquêté, c'est impensable. Ou alors, dans ces cas-là, nous avons des factions et des groupes de défense qui sont absolument perchés ou incompétents, parce que repérer dans les espaces célestes de nos pays, de nos nations, des objets dont on ne sait rien. On ne sait pas de quoi sera fait demain, on ne sait pas ce qui peut se passer, et on ne connaît pas ni leur destination, ni leurs intentions, ni leur nature intrinsèque. Donc automatiquement, ça demande, à mon avis, analyse, réflexion et enquête. Alors, dans l'exposé des motifs de ce projet avorté, il est rappelé que l'observation d'OVNI n'est pas un événement récent et a de nombreux précédents historiques. Il est ensuite question de secrets militaires au pluriel, de civilisation extraterrestre au pluriel, de super technologie, du rôle des médias et des analogies avec des phénomènes de religiosité de masse. Oui. Et ça, on le retrouve un peu plus loin dans le livre, puisque c'est récupéré par tout le New Age. Oui, le problème avec ce phénomène OVNI, c'est aussi des dérives. C'est-à-dire que il faut raison garder tout le temps. Essayer d'avoir toujours un peu un regard doutant même. Moi, je dis tout le temps douter sur des tas de choses. Je mets toujours en garde en disant des personnes qui viendraient vous voir et qui vous disent je sais, il faut, à mon avis, il faut faire demi-tour. Parce que quand j'étais aux États-Unis, je l'ai vraiment expérimenté. Il y a des groupes, il y a des personnages qui ont compris l'intérêt qu'ils pouvaient tirer de ce phénomène. Et il y a ce que j'appelle une gourisation très facile. On en a connu un chez nous. Il y en a un très célèbre, un certain Raël. Qui d'un seul coup a déclaré qu'il avait rencontré dans le creux d'un volcan des extraterrestres qui étaient descendus de leur soucoupe, des Elohim, et de là il a fondé une secte qui a fait Flores et qui fait toujours visiblement Flores, puisque voilà, elle existe toujours. Donc on peut vraiment dériver. Il y a un livre de Jacques Vallée extrêmement intéressant. J'ai oublié le titre en français, j'ai le titre en anglais. Il s'appelle Messenger of Deception, les messagers de la déception, qui est très intéressant et qui est justement sur toutes ces dérives et les récupérations gourouisantes, New Age et tout ce qu'on veut de ça. Moi, j'ai vu des tas de choses. Quand j'étais aux États-Unis, j'ai vu des gens faire des shows absolument incroyables. Alors, vous payez $400, ils vous amènent dans le désert d'Arizona pour aller voir les extraterrestres. Ils arrivent sur scène avec des gardes du corps, des lumières, des stroboscopes. Ils vous disent, nos frères de l'espace extérieur vont arriver pour vous sauver. Tout le monde se lève, pleure et applaudit. Je crois qu'il faut vraiment raison garder pour l'instant. Voilà. Alors, est-ce que en 2008, un étonnant courrier est adressé au président de la République française à l'époque, Nicolas Sarkozy? Oui. Est-ce qu'il a vraiment, lui, raison gardée? C'était quoi ce courrier? Alors c'était un courrier qui lui était adressé, mais il y a régulièrement des courriers qui sont adressés à nos dirigeants, un peu comme le rapport Cometa, c'est-à-dire à quoi doit-on s'attendre? Il serait vraiment temps que il y ait un vrai regard sur ce phénomène et peut-être et même une approche scientifique. Pourquoi est-ce que c'est balayé d'un revers de manche en disant de toute façon ce sont de tristes calebredaines et des inepties? Parce que simplement, à chaque fois que, au début de votre enquête, en discutant avec des gens sceptiques à l'idée que l'on puisse s'intéresser à des phénomènes inexpliqués, vous avez le droit à des remarques du genre. Mais si les ovnis existaient, les astronautes en auraient vu. Oui, mais justement, ils en ont vu. Eh ben oui. Ils en ont vu. Edgar Michel, absolument, qui est notre champion, puisque c'est notre astronaute, c'est l'astronaute qui a le record de marche sur la Lune, qui a marché le plus longtemps. Moi, j'ai une théorie en fait aussi. Je pense que nous avons une biologie qui fait que lorsque nous sommes en contact avec un corps étranger, nous avons un phénomène de rejet.
C'est-à-dire que si, par exemple, une écharde rentre dans notre main, ou on le voit en médecine, c'est d'ailleurs compliqué, quand on nous fait une greffe, hein, il y a souvent ce phénomène qu'on appelle de rejet qui est extrêmement dommageable. Et moi, j'ai l'impression que ce qui nous paraît étranger, il y a un déni. Je le vois souvent autour de moi, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un déni. Il y a quelque chose de... je rencontre des gens qui parfois voilà, me posent 2-3 questions sur les ovnis et qui terminent en me disant non, mais de toute façon, c'est des conneries, ça n'existe pas. Je leur dis, mais comment vous pouvez-vous, vraiment de façon aussi péremptoire et aussi tranchée, dire ça n'existe pas? Avez-vous des preuves de la non-existence des ovnis? C'est comme l'existence au nom de Dieu. Hein. Oui, absolument. Sauf que sur Dieu, on a beaucoup moins de preuves matérielles, si je peux me permettre, hein, avec tout le respect que je dois aux gens croyants, mais on a vraiment des preuves matérielles concernant les ovnis. Mais quelles preuves? Parce que on a des signatures radar absolument insensées. Lesquelles, par exemple? Alors, je vais vous expliquer une chose, par exemple, incroyable. C'est un sujet que j'adore. Est-ce que vous savez que, par exemple, la vague belge a existé? C'est-à-dire que la Belgique, entre 89 et 91, a été massivement survolée par des objets gigantesques qui étaient grands comme des stades de football. Ce sont des milliers de témoignages. C'est pas un témoignage, ce sont des milliers de témoignages. Si vous vous penchez sur le sujet, allez sur Internet, regardez ça, c'est incroyable. Ou regardez le livre, hein, parce qu'il est expliqué dans le livre. Absolument. Tous les témoignages, tous les premiers témoignages extrêmement précis viennent de militaires et viennent de policiers. Hein, ce sont pas des gens rigolos. Ça a duré 1 an et demi. Si bien que le gouvernement suisse était dans un état de panique, belge, était dans un état de panique et s'est retourné vers l'armée. Donc c'était la première fois que une armée vraiment s'est occupée frontalement du phénomène ovni. Alors un jour, à force d'entendre voilà des gens appeler, des gens dire il y a un triangle. Alors le phénomène se présentait sous forme de triangle. C'était souvent des immenses triangles avec une lumière dans chaque angle, hein, donc 3 lumières, et au centre une espèce de boule orange qui pulsait, qu'on a vu par exemple. On voyait ces triangles se positionner au-dessus des lacs et cette lumière descendait, rentrait dans l'eau par exemple. Ça, ce sont des témoignages de policiers. Un jour, alors le grand chef de l'Air Force belge à l'époque s'appelait Wilfried Aubrouwer, qui est un monsieur délicieux, hein, qu'on peut rencontrer encore aujourd'hui, qui est à la retraite, mais qui est un monsieur délicieux, extrêmement pragmatique, génial. En a eu marre et ils ont décidé, sur une observation qui leur paraissait très intéressante, parce qu'il y avait trois témoignages conjoints. Il y avait le radar de la base militaire proche qui avait une trace sur son radar, donc il y avait un objet qui semblait physique. Il y avait des témoins au sol qui le voyaient, et puis il y avait le radar d'un avion qui l'avait vu, qui avait perçu cet objet. Donc il a décidé de jouer le grand jeu ce soir-là. Il a envoyé 2 F-16, 2 chasseurs F-16. Ces chasseurs F-16 donc se sont approchés de l'objet. Et au moment où ils sont approchés de l'objet, il y a un terme anglais, je sais pas comment on dit en français, mais on dit to lock the target, c'est bloquer la cible. Hein, ils bloquent en fait leur cible sur l'objet. Et au moment où ils ont bloqué leur cible sur l'objet a disparu, vraiment comme ça, en une seconde. De toute façon, mais lorsque les F-16 sont rentrés à la base, les F-16 sont un peu plus sophistiqués que nous, hein, parce que ils ont toute une technologie, voilà, assez avancée. Et donc on a eu ce qu'on appelle une signature radar de cet objet. Et l'armée belge a analysé cette signature radar et ils se sont retrouvés comme des poules face à un entonnoir parce qu'ils n'ont pas su quoi dire. Et ils ont attendu 6 mois avant de faire une conférence de presse officielle pour donner les résultats. Ça a fait la couverture de Paris Match à l'époque. Ça a fait tous nos journaux, tous nos 20 heures. On a oublié ça. J'avais amené un son là-dessus d'ailleurs pour dire que cet objet avait démarré à Mach 27 et en angle de 90, dans un angle de 90 degrés, ce que aucun véhicule, aucun aéronef que l'on connaît est capable de faire ça. C'était quoi le son? C'était la vague belge.
Son qui s'appelle La Vague Belge. Ça dure longtemps, non? Non, pas très longtemps. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est le journal de 20 heures. Et vous allez voir ce que dit le journal de 20 heures à l'époque. Donc là, par exemple, on a concernant les ovnis des signatures radar. C'est-à-dire que des pilotes voient un objet incroyable passer à une vitesse fulgurante. Un objet grand comme un paquebot qui passe à côté d'eux. C'est le cas de Daniel Michaud en 76, qui était à bord de son hélicoptère. Et il y a la signature radar de la base militaire en dessous. Les militaires voient très bien qu'un objet énorme est passé à toute vitesse, à une vitesse que l'on ne contrôle pas. Donc on a des traces. Et puis il y a eu des traces physiques. Le cas de Valençol est un cas magnifique. Je le mets ou pas la vague Oui, belge? on va écoutons la vague belge. Allez, on est reparti sur la vague Les belge. hypothèses les plus folles furent mises à feu, lancées et retournées l'espace d'une saison. Présentation de la vague Non, belge. il y avait mais bon. Bon, c'est pas grave, c'est que vous la retrouverez sûrement quelque part. Oui. Donc je voudrais revenir un peu en arrière parce qu'il y a un certain Pierre Guérin, les terriens sont Oui, inconscients. j'aime beaucoup Pierre Guérin. Alors, mais à partir de 75, il défend l'idée que certains phénomènes parapsychologiques pourraient être d'origine extraterrestre, car, selon sa boutade devenue fameuse, les observations d'ovnis sont des hallucinations provoquées par des ovnis. Alors voilà, parce que là, ces triangles là qui disparaissent dans l'eau là, est-ce que c'est pas des hallucinations? C'est-à-dire, c'est quand même, ça paraît fou quand même. Dès l'instant, je pense que les hallucinations sont incapables de laisser des traces radar. Voilà, c'est déjà ça. Une hallucination est incapable, jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu une hallucination être détectée par un radar. En ce qui concerne les triangles de la vague belge, beaucoup d'ovnis, il y a des traces radar. En 1974, un certain Sturrock envoyait un questionnaire anonyme aux 2611 membres de l'Association américaine d'astronomie en leur demandant s'ils avaient déjà observé un ovni. La moitié environ répondirent et une soixantaine reconnurent avoir été témoins directs d'observation. Sturrock déclara au moment de la parution de son rapport en 77: la résolution définitive de l'énigme des ovnis ne viendra pas sans que le problème soit soumis à une étude scientifique complète. Bien sûr. Et les astronautes, est-ce qu'on leur a posé la question? On leur a posé la question, bien sûr, mais on les prend pas au sérieux. Ils sont pas sous couvert de secret. En ce qui concerne, oui, une partie, il y a un devoir de réserve évidemment, mais même moi j'ai vu ce qui s'est passé avec Edgar Mitchell, c'est-à-dire qu'une partie des journalistes ont fini par dire que de toute façon, une partie de ces gens qui ont quitté la stratosphère et qui ont voyagé comme ça outre-espace reviennent un peu mystiques et voilà, c'est toujours balayé d'un revers de manche, vraiment, c'est toujours balayé avec un ton très docte comme ça. Je trouve ça un peu triste. Et puis c'est aussi votre c'est pas sachet, c'est votre j'ai un trou, je crois que je suis tombée, j'ai un ovni qui m'est tombé sur la tête. Oui. C'est aussi le chapitre sur l'information, des informations et manipulations. C'est un état de fait, tout simplement, au fonctionnement même de la profession. Et ne pouvant publier déontologiquement la moindre information sans confirmation, les journalistes se heurtent dans ce domaine spécifique à deux sources incontournables. La première étant les autorités et la seconde étant les communautés scientifiques. Ils peuvent pas dire ce qu'ils veulent. Non, ils peuvent pas dire ce qu'ils veulent, mais c'est ce qui s'est passé pour Yves Coupry. Mais ce qui est dommage, c'est qu'au fond, la science finit par devenir un dogme. C'est-à-dire que c'est une religion. Oui, c'est-à-dire que il y a ce que l'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Moi, je pense tout le temps, je dis tout le temps, je crois qu'il faut toujours garder notre capacité d'émerveillement intact, parce que je pense que l'émerveillement est aussi le premier pas de toute avancée recherche scientifique. Nous avons développé nos sciences parce que nous avons été émerveillés par ce qui nous entoure. Être très froid, glacial par rapport à des tas de sujets, et dire non, de toute façon ça n'existe pas, ça devient du dogme. Restons dans l'ouvert, vraiment. Il y a eu un certain projet Grudge en 49, quand il a rendu son rapport, toutes les analyses indiquent que les observations d'ovnis résultent d'une méprise avec des objets conventionnels, d'une forme tempérée d'hystérie collective et de nervosité due au contexte de guerre ou d'individus qui inventent ces observations pour faire des canulars ou se rendre intéressants
des personnes atteintes de troubles psychiatriques. Un peu plus loin, même il parle de Poivreau et de Soulard, ou personnes en quête de publicité. Voilà. Donc. Oui. Alors moi, je peux vous dire une chose, c'est que depuis que j'ai écrit ce livre, j'ai beaucoup de gens qui viennent se confier à moi et qui me disent j'ai vu quelque chose. Et moi, je peux vous dire une chose, c'est que ces gens-là sont dans des états de détresse, réellement. Dernièrement, un monsieur, j'ai plein de cas, hein, j'ai un monsieur comme ça qui était dans le sud et qui, en promenant son chien, est tombé sur un objet gigantesque qu'il a survolé. Et quand il me racontait ça, il tremblait, il pleurait. La plupart du temps, ces gens sont isolés, totalement isolés. Ces gens ne sont pas pris au sérieux. S'ils ont le malheur de parler, on se moque d'eux. L'histoire en ufologie le prouve, c'est-à-dire que tous les grands témoins d'OVNI l'ont payé extrêmement cher. On parlait de Kenneth Arnold au début, en 1947, qui a permis que le phénomène soit nommé. Kenneth Arnold a tellement été conspué, hué, ridiculisé, insulté, que j'ai trouvé un document qu'il avait envoyé au FBI à l'époque, en leur disant, vous savez, demain, si je vois un immeuble de 27 étages lorsque je suis au volant de mon avion, je me la coince et je rentre chez moi. On peut prendre le cas de Maurice Masse, ce qui est un cas français très intéressant, le 1er juillet 65, qui a vu dans son champ de lavande un objet incroyable avec deux petits êtres qui ramassaient des plants de lavande, et il y a eu des traces au sol. Là, on a vu des traces au sol. Il a fait une dépression. Il a vraiment fait une dépression tellement il a été moqué, etc. Il n'a jamais changé un iota La plupart des témoins sont raillés, ne sont pas pris au sérieux. Moi, tous les témoins qui viennent me voir et qui se confient parce qu'ils savent que j'ai écrit un livre et qui se sentent en sécurité, qui peuvent faire des confidences, ce sont des gens traumatisés parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont vu. Ils voudraient bien savoir, mais je peux vous jurer que ce ne sont pas des gens qui se rendent intéressants et qui veulent attirer de l'attention sur eux. Oui, vous dites qu'on appelle ça le cover-up, le couvercle. Oui, le cover-up. On met un couvercle là-dessus pour pas voir ce qui se passe en dessous. On appelait ça aussi aux États-Unis le debunking. Debunking, oui. C'est-à-dire que il y a un astrophysicien très célèbre qui s'appelait Alan Hynek, qui a été payé par l'Air Force dès 47. Qui était payé pour ça, et il devait aller rencontrer des témoins d'observation d'OVNI et dire non, c'est le gaz des marais, parce que vous savez, le gaz, les marais fermentent, donc ça fait des espèces de feux de Saint-Elme, de lucioles. Ou alors c'est Vénus, vous avez confondu avec Vénus, ou alors non, c'est un lampadaire, etc. Sauf que Alan Hynek, c'est des ballons sondes. Ou des ballons sondes, oui. Aujourd'hui, c'est les lanternes thaïlandaises. Et Alan Hynek a fait ça pendant des années, et puis un jour, comme c'était quand même un vrai scientifique, il s'était rendu compte qu'il y avait quelque chose d'important, et c'est devenu le premier ufologue, en fait. Il a quitté l'armée, il a créé un centre d'ufologie. Alan Hynek, vous en avez entendu parler avec Steven Spielberg pour Rencontre du troisième type, parce que Alan Hynek est la première personne qui a proposé une grille de lecture du phénomène. Rencontre du premier type, rencontre du deuxième type, rencontre du troisième type. À l'époque, c'était dans les années 70. Steven Spielberg a lu son livre, il a adoré ce livre, il a contacté Alan Hynek et il a fait un film qui s'appelle Rencontre du troisième type, en utilisant les termes d'Alan Hynek. Et à la fin du film, quand vous voyez le grand vaisseau décoller à la fin de Rencontre du troisième type, cette jolie scène, vous avez un monsieur barbu qui lève les yeux, c'est Alan Hynek qui était conseiller technique sur le film. Alors... Et je peux vous dire que la rencontre de Steven Spielberg avec Alan Hynek a changé la vie de Spielberg, parce qu'à partir de ce moment-là, Spielberg a toujours travaillé sur les ovnis et les extraterrestres, E.T., Taken, etc., la guerre des mondes, et j'en passe. Ouais, alors là, on va pas écouter tout ça, mais juste quelques mesures de Bowie. Kragel, troisième partie et dernière partie de cette émission. Bowie était fasciné par les ovnis. Sur l'antenne d'IDFM. Alors, justement, ce qui a un peu discrédité tout ça aussi, c'est cette histoire avec cette falsification, oui, de films là sur Roswell. Oui, c'est la fausse autopsie de Roswell. Oui. On n'en parlera pas plus longtemps. Donc, on a dit que ça a décrédibilisé énormément, effectivement, absolument. Le phénomène. Oui, mais... Alors, on peut penser qu'on est dans la théorie du complot. On peut penser avec la zone 51. Tout le monde la connaît, que c'est quand même bizarre, qu'il y a un gouvernement secret. On peut penser à tout ça.
Mais en vérité, est-ce que c'est vraiment une théorie du complot, ça, de se dire qu'on a des extraterrestres qui sont autour des centrales nucléaires ou... Alors, je sais pas. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un tropisme évident entre ce phénomène et le nucléaire. Depuis très très longtemps, on observe au-dessus de lieux qui s'occupent de nucléaire, dédiés à la recherche. Dès les années 40, 45, Alamogordo, Kirlin, Roswell, parce qu'à Roswell, hélas, ce qu'on sait moins, c'est que étaient planqués les bombardiers qui ont transporté les bombes à Hiroshima et Nagasaki, par exemple. C'était des lieux. Moi, ce que je dis, par exemple, lors de mes conférences, c'est que il y a eu dès ces années-là beaucoup d'apparitions d'ovnis aux États-Unis. Et l'armée était dans un état de panique. On a des documents réels de ça. Et l'armée a demandé à un physicien qui s'appelle le docteur Lapaz de mener une enquête. Ce docteur Lapaz a rédigé ce qu'on appelle un rapport, qui s'appelle le rapport Lapaz, et qui a été remis à l'époque en 1950 à l'armée. Si vous prenez aujourd'hui une carte des États-Unis et que vous prenez le rapport Lapaz, vous allez mettre des punaises rouges partout où il y a des observations d'ovnis. Et si vous étiez un belligérant à l'époque, bon, ce rapport était confidentiel, mais si vous étiez un belligérant à l'époque, un ennemi, eh ben, écoutez, ces ovnis désignaient tous les endroits stratégiques et secrets, ultra secrets de l'Amérique liés au nucléaire. C'était là où il y avait les têtes, où on montait les têtes nucléaires. C'était là où il y avait les bombardiers. C'était là où il y avait les essais nucléaires. C'est absolument incroyable. Donc il y a un tropisme évident entre ce phénomène et le nucléaire. Alors pourquoi? J'en sais rien, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas du complot. C'est une réalité. C'est une observation. Et alors, puis complot, pourquoi? Non, mais parce que c'est bien de le dire, parce que maintenant il y a des lois sur les fakes, etc. Donc on se marre. Moi, je me marre en disant ça. Non, mais il faut pas oublier qu'en France, on a aussi une vague française en 54, c'est ça? On a eu une vague incroyable en 54, absolument incroyable. On a eu plusieurs vagues, mais la première a été celle de 54. Il y avait pas un jour sans qu'il y ait pas 30, 40 observations d'ovnis à l'époque. Et à l'époque, c'était ce qu'on appelle des rencontres du troisième type, comme le film de Spielberg. C'est-à-dire que les gens voyaient des espèces d'objets métalliques, des soucoupes, en forme de soucoupe, et des petits êtres tout petits. En France, on a vu des êtres. Ah, beaucoup, énormément. C'est typique de cette vague de 1954. C'est absolument incroyable. Il y a Aimé Michel qui était un philosophe, qui est devenu notre premier ufologue, qui a écrit un premier livre sur la vague de 54 qui est absolument incroyable. Il a fait un travail lui d'archiviste, c'est-à-dire qu'il est allé partout et recueillir les témoignages. Et c'est absolument dément. Cette vague de 54 est une vague. Un peu plus tard, on a eu Valençol 1965. Ah oui, Valençol, oui. Encore une belle histoire. J'en parlais tout à l'heure. Valençol, ça a été une histoire incroyable. Enfin, moi, je connais bien Valençol, parce que j'y suis allé. C'était ma première enquête quand j'avais 13 ans. Je me suis fait bouter hors de Valençol parce que j'étais un jeune débile pour tous ces gens. Et puis surtout, Maurice Mas ne voulait pas parler. Comme je vous disais, Maurice Mas était échaudé par toutes ces critiques. Et bon, de voir un gamin comme j'étais en culotte courte venir lui poser des questions. Bon, j'ai pas eu beaucoup de succès, mais Valençol reste cher à mon cœur. Et le cas de Valençol est un cas absolument incroyable, vraiment incroyable, avec en tout cas des traces physiques sur le sol. Et Maurice Mas n'a pas inventé ces traces, puisque les gendarmes de Digne, les gendarmes de Draguignan étaient sur place immédiatement. Donc voilà, Valençol. Et après Col de Vence. Le col de Vence. Le col de Vence, c'est un endroit où il se passe des choses assez étranges, assez étonnantes. Alors, on voit effectivement des lumières dans le ciel. Quelles sont ces lumières, je ne sais pas. Mais on a connu aussi des vagues en 70. Ça a commencé avec le survol d'un ovni au-dessus de l'aéroport de Turin, en Italie. Et là, ce sont des centaines et des centaines et des centaines de témoins. Et c'est ce qui a d'ailleurs fait plonger Jean-Claude Bourret à l'époque.
Jean-Claude Bourré était un jeune journaliste et il avait entendu parler de cette histoire de Turin qu'il a pris sérieux, pas vraiment au sérieux, en se disant je vais aller voir sur place, et il est tombé dans la marmite, quoi. C'est-à-dire que quand il a rencontré l'armée, tous les témoins, les responsables de l'aéroport, les photos, les films, etc., il s'est rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose. Et Jean-Claude Bourré est devenu un de nos passionnés en ufologie, ce qui était aussi étonnant pour la France. Il faut pas oublier que Jean-Claude Bourré était un journaliste qui présentait le journal de 20h et qui va parler d'OVNI pendant des années. Alors dans tout votre livre, vous relatez tout ce dont vous nous avez parlé, et puis à la fin il y a quand même les hypothèses. Oui, tout à fait. On se pose la question de savoir. Ça parle des abductions, ça parle de beaucoup de choses, ça parle de beaucoup de choses votre livre, mais à la fin on n'a pas le temps d'en parler. mutilation animale, de crop circles. Et donc les hypothèses. Alors les hypothèses, il y a beaucoup d'hypothèses. On peut dire que on pourrait dire là évidemment, tout est lancé en l'air et absolument sans preuve. Hein. On pourrait dire par exemple que effectivement les ovnis pourraient être, je dis bien pourraient être, des aéronefs venus d'outre-espace avec à l'intérieur des ufonautes, c'est-à-dire des personnages extraterrestres. Ça pourrait être aussi, vu l'évolution aujourd'hui de la physique, et notamment avec la physique quantique, on aurait tendance à penser aujourd'hui que l'on ne vit pas dans un univers mais un multivers. La théorie des cordes nous amène à penser aujourd'hui qu'on vivrait dans 11 dimensions. On n'est pas dans un univers, mais un multivers. Peut-être que si une forme de vie qui est proche dans une dimension proche est capable de passer d'une dimension à l'autre, pourrait expliquer ce phénomène des ovnis. Voilà une autre hypothèse. La MHD aussi. Alors la MHD, c'est en langage pratique, il serait possible de propulser des engins, bateaux, voitures, avions à l'aide d'un aimant ou d'un bobinage. Oui, alors ça c'est très intéressant. Ça c'est une proposition d'un scientifique français que j'adore parce que je suis ami avec lui, je l'aime vraiment fort. C'est Jean-Pierre Petit et Jean-Pierre depuis des années a mis au point vraiment un système de MHD en prouvant que ça pouvait fonctionner. Mais Jean-Pierre étant un grand scientifique du CNRS a été conspué, tout le monde s'est moqué de lui parce qu'il avait parlé d'OVNI. C'est hélas le prix à payer. Alors, je rappelle le titre de votre livre, OVNI, enquête sur un secret d'État, aux éditions du Cherche-Midi, Egon Kragel et Yves Coupry. Je pense que vous êtes en train de faire un autre livre, mais vous nous direz pas lequel, il va sortir. Oui, je travaille dessus. Voilà, je travaille dessus. Et là, pour l'instant, quand je travaille dessus, c'est très solitaire. C'est très secret, comme les secrets d'État. Absolument. Il y a des secrets, pas que chez les États. Voilà, je vous remercie pour votre participation. C'est moi qui vous remercie. Et on va terminer sur une de vos chansons. Ça s'appelle Baby Blue Eye. Baby Blue Eye. Ça, c'est mon dernier album. C'est la première chanson de mon dernier album. Et surtout, et sinon, on vous retrouve pour votre côté musicien. Oh là j'ai participé à des spectacles au théâtre de Ménilmontant pour un spectacle qui s'appelle Spiritual Elvis, et puis je vais commencer les enregistrements de mon second album en 2019, et puis dès qu'il sera terminé, il y aura des concerts, puis je vous tiendrai au courant. Alors Baby Blue Eye. Baby Blue Eyes, oui. C'est de Egon Kragel ici présent, merci beaucoup, et c'est parti. Bonne semaine à tous. Bonne semaine à vous. Merci. Bonne nuit. Cried up my love and let me go. In your gunmetal eyes linger the crimes I paid you for. I will bare knuckle box the Britain you know longer there. Am I too shy to stop a slithy detail of the case? Your campfire-lit face glows like a ghost into the dark. I hear a broken bell. Is it a spell? If it's my heart, baby blue eyes has gone away. So silent, honest, I'm a tale. Baby blue eyes, your name of love is written with mine. On the pole, baby blue eyes far in the sky, lights up and juggles with the stars. Baby blue eyes, with the clock's tick, can't turn my poison
into milk. Heaven is for saints and waters are made for drowning. A message has been sent and flies in the quick of the wind. Don't blame the troubadour when rosy ladies bid us one. When prayers beg for more, wrapping their wings upon the sky, baby blue eyes has gone away, so silent on a summer day. Baby blue eyes, your name of love is written with mine on the bowl. Baby blue eyes, far in the sky, lights up and juggles with the stars. Baby blue eyes, with a clock tick, turn my poison into milk.